Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti pour cette édition de votre journal de 22h, sommaire de l'actualité. La directrice exécutive de l'UNICEF continue sa visite de travail à Djibouti. Ce matin, elle a été reçue par les plus hautes autorités du pays, le Premier ministre et les membres du gouvernement en l'occurrence. Et en Turquie, les électeurs sont appelés à voter pour élire leur président et renouveler le Parlement. Nous sommes à J-2 des festivités marquant le 41e anniversaire de l'indépendance et nous ouvrons, mesdames et messieurs, cette édition par la rubrique habituelle consacrée donc aux préparatifs de ce 41e anniversaire. Nous allons ce soir nous pencher sur la politique qui va mettre à genoux l'administration coloniale et ses partisans. Il s'agit de celle menée par le premier président de la République, père de la nation, Feu Hassan Guled Abtidon, qui sera imparable et conduire le pays à l'indépendance. Ali Abdiaï nous en dit plus. L'homme politique, Hassan Guled Abtidon, est respecté de tous. Il est estimé pour sa sagesse. Après avoir rencontré De Gaulle, il se résout à la conclusion que pour libérer son peuple des griffes du lion bleu-blanc-rouge, il devra trouver autre chose que des soulèvements. Désormais, il prône le calme et prépare son coup. Sa stratégie, créer le plus grand rassemblement politique réunissant tous les composantes de la nation. C'est ainsi que naîtra la Ligue populaire africaine pour l'indépendance et nommera Ahmed Dini Ahmed numéro 2 du parti. Il intègre dans cette même formation l'ensemble des leaders des autres partis politiques qui vont fusionner dans la LPAI. Le mouvement s'étend avec des annexes dans tous les quartiers de la capitale mais aussi dans les régions de l'intérieur du pays. Jamais parti politique n'a gagné autant d'audience à l'époque coloniale. L'administration coloniale est prise au dépourvu et ne sait comment agir devant ces rassemblements monstres mais pacifiques. Des hommes et des femmes brandissant le poing pour crier unité et indépendance. Ayant tout le peuple derrière lui, Hassan Guled se pose désormais comme le seul interlocuteur valable. Il devient l'homme incontournable. Une fois ses assises bien structurées, il enchaîne avec les instances internationales et fera connaître sa formation politique au monde entier. À ce sujet, le sommet des chefs d'État de Libreville au Gabon de l'OUA, l'organisation de l'Union africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, sera déterminant. La délégation de la LPAI arrive à se faire admettre au sommet malgré les objections de Paris. Dès cet instant, le destin du pays est fixé. Le sommet adopte une résolution selon laquelle le comité chargé de la décolonisation de l'Afrique se rendrait à Djibouti pour évaluer la situation. Hassan Guled Abtidon remporte la partie et mène son peuple à la victoire. Ainsi, Hassan Guled Abtidon fait voler en éclats tout le système colonial. Dans son sillage, on trouve déjà de nombreuses politiques qui vont figurer dans le gouvernement de la Nouvelle République, mais aussi d'autres personnalités comme l'actuel président Ismail Marguerite, qui est à l'époque porte-parole de la LPAI. But Somalia does have a dream of the great Somalia. The great Somalia is a dream and is what they are struggling for. But the president of Somalia said, he said 2 days before, he repeated 2 days before, that his country is not going to annex Djibouti. Et sans transition, Tadjoura qui se prépare à célébrer le 41e anniversaire de l'indépendance dans la joie et la ferveur patriotique. L'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, en étroite collaboration avec l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, qui dispose d'importants équipements, ont entrepris différentes actions pour donner à Tadjoura ses plus beaux aspects. Des actions de nettoyage ont été entreprises pour célébrer comme il faut ce 41e anniversaire de l'indépendance. L'association des femmes de Tadjoura a en outre organisé une journée de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Cette journée a vu la participation des femmes de la ville blanche et surtout la forte mobilisation de la jeunesse a été remarquée. La présidente de l'association des femmes engagées, Madame Madina Salah, dans son intervention, remercie en premier lieu M. Hamad Bilil, chef de service de l'ADR, ainsi que tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour cette journée.
Pareillement, Arta, la préfecture, a organisé une réunion de concertation en vue de mieux planifier la célébration de l'indépendance nationale. Cette réunion a réuni autour d'une même table, entre autres, les chefs des corps armés stationnés à Arta, les représentants des associations actives de la région, ainsi que les sages de la ville d'Arta. La réunion a été présidée par le préfet d'Arta, M. Abdellah Dalalaki. Au cours de ces entretiens, les participants ont discuté donc les mesures et les moyens nécessaires pour célébrer l'indépendance nationale. Suite à cette réunion, une série d'activités de nettoyage a été effectuée au centre-ville d'Arta et la première ville de la région, Ouéa. Je le disais en titre, la directrice exécutive de l'UNICEF, Henriette Fore, continue sa visite de travail à Djibouti. Ce matin, elle a été reçue par les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le Premier ministre et les membres du gouvernement. La première rencontre s'est déroulée à la primature entre le Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer et la coopération et la collaboration entre l'UNICEF et notre pays en matière de santé ou la protection des droits des enfants. La représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Zainabou Maandé, a participé à la rencontre. Toujours dans la même journée, la directrice exécutive de l'UNICEF a été reçue ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, en présence des collaborateurs du ministre et des représentants des agences du système des Nations Unies, dont la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux parties, notamment sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que l'éducation des jeunes. A été aussi évoqué l'enseignement digital à Djibouti. La directrice exécutive de l'UNICEF a remercié le ministre des Affaires étrangères pour son accueil chaleureux et a invité le ministre à participer au Forum des jeunes qui sera organisé en septembre à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Meux, qui a lui aussi reçu dans son cabinet la directrice exécutive de l'UNICEF, en présence du secrétaire général, Dr Salah Benoïta, et des nombreux au cadre du département de la santé. A noter également la présence de la représentante de l'UNICEF à Djibouti et de ses collaborateurs parmi la délégation onusienne qui s'est entretenue avec le ministre de la Santé. Lors de cette rencontre, Dr Jamal Meuki a tout d'abord souhaité la bienvenue à Mme Fauré et à la délégation qui l'accompagne. Il a ensuite fait un tour général sur la situation nutritionnelle du pays. À cet effet, le ministre de la Santé a fait un état de lieu sur tous les efforts déployés par le gouvernement djiboutien en matière de la prise en charge optimale et adéquate de la santé de la mère et de l'enfant, notamment dans la lutte conjuguée contre la malnutrition et le retard de croissance. Le ministre de la Santé a confirmé la volonté du gouvernement djiboutien d'adhérer au sein du mouvement mondial d'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes. Et pour sa part, la directrice exécutive de l'UNICEF a d'emblée félicité le département de la Santé pour avoir érigé la question de la lutte contre la malnutrition comme une priorité absolue. Par la suite, la directrice exécutive et sa délégation ont été conduites par une visite guidée au centre de récupération nutritionnelle qui se trouve au centre de santé communautaire de Balbala. Madame Henriette Fore a été accueillie sur place par le médecin Dr Noureddin Abdelrahman et l'ensemble des personnels du centre nutritionnel qui ont réservé un accueil chaleureux à la responsable onusienne. Au cours de cette visite, la directrice exécutive de l'UNICEF et ses collaborateurs ont pu s'enquérir de visu du bon fonctionnement du centre avec les explications du médecin qui a présenté donc les différentes prestations existantes au sein de ce centre de référence national pour la prise en charge des pathologies liées à la malnutrition. La directrice exécutive de l'UNICEF a en outre assuré que son organisme apportera son soutien et son assistance technique pour accompagner la République de Djibouti dans la mise en œuvre de sa politique nationale de nutrition. A noter également que la représentante UNICEF a rencontré des représentants de la jeunesse djiboutienne. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu
au CDC du quartier 3, la directrice exécutive de l'UNICEF, accompagnée de ses proches collaborateurs toujours. Le département s'est donc mobilisé pour réserver un bel accueil à la directrice et lui donner un aperçu de la vie d'un CDC. Au programme, plusieurs activités dans les danses folkloriques, les activités sportives, une démonstration d'art martial, des jeux vidéo, une exposition des photos des réfugiés, appuyée par une présentation des jeunes photographes, tous âgés entre 12 à 16 ans. Un atelier de conte, un atelier de sensibilisation sur la drogue, en l'occurrence le CAT, suivi d'une interaction avec les jeunes afin de mieux comprendre leurs soucis. Enfin, la visite s'est clôturée par une rencontre avec des jeunes réfugiés qui ont pu exposer à la directrice leur parcours et intégration au sein de la société djiboutienne, mais aussi leurs préoccupations et aspirations pour l'avenir une fois la guerre cessée. Chez nous, dans les CDC, dans les centres de développement communautaire gérés par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, c'est elle-même qui avait préféré cette visite, à qui elle tenait de se rapprocher de la jeunesse djiboutienne. Elle avait découvert les différentes activités qui se font dans les CDC, à la fois culturelles, sportives, des ateliers de discussion, de concertation entre jeunes. Donc elle a pu aussi discuter avec les jeunes sur plusieurs thématiques, des thématiques concernant sur les compétences de vie des jeunes, mais aussi sur la présence aussi des jeunes réfugiés dans notre pays. Et la directrice exécutive de l'UNICEF a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance envers le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour lui avoir permis de vivre cette belle journée auprès des jeunes qui ont tant à partager et à nous apprendre, a-t-elle dit, que conformément à son projet Agenda Jeunesse, elle mettra l'accent sur les besoins des jeunes en priorité. Et dans le reste de l'actualité, une délégation composée par le ministre des Transports, Mohamed Abdelkader, ainsi que son collègue de l'Intérieur, Hassan Amal, des hauts responsables de l'armée nationale, ainsi que le directeur par intérim de l'ADR, s'est rendu hier à Balhou. La délégation a effectué une visite d'inspection sur l'état d'avancement des travaux de construction de la route reliant Tadjoura à Balhou. Cette route distante de 112 km destinée à désenclaver les régions nord d'Éthiopie, dont son commerce transfrontalier via le port de Tadjoura. Aujourd'hui, les travaux réalisés sont estimés à 75%. Les deux ministres se sont félicités de l'état d'avancement des travaux de cette route qui aura donc un impact socio-économique dans la vie des différentes localités que compose la ville blanche. À la une également, le programme alimentaire mondial, le PAM, en collaboration avec le gouvernement djiboutien, a organisé ce matin au Palais du Peuple, sous l'égide du ministre des Affaires étrangères, une cérémonie de clôture de la revue stratégique de l'objectif durable du développement, Fonds Zéro à Djibouti. L'initiative s'inscrit dans la perspective de l'atteinte du deuxième objectif de développement durable auquel adhère notre pays et le reste de la communauté internationale. Intitulé Fonds Zéro, l'objectif de développement durable doit être effectif à l'horizon 2030 sous les cieux djiboutiens. La cérémonie a réuni le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, la secrétaire d'État à la solidarité, Mouna Ousmane Aden, ainsi que la secrétaire d'État au logement, Amina Abdi, et le coordinateur principal de la revue, l'ancien Premier ministre de l'État, Mohamed l'État, que je propose de l'écouter. Pleinement conscient des charges et devoirs que nous attendaient, et nous voici au terme de ces travaux que nous avons le privilège de vous présenter. Aujourd'hui, force est de constater que l'étude stratégique Fonds Zéro, que le gouvernement de la République Djibouti et le système des Nations Unies, avec l'appui marqué du PAM, s'achève dans les délais impartis, grâce à une politique d'ouverture vers les villages mondiaux insufflée par le président de la République, malgré l'environnement difficile d'un pays de grande aridité. L'atteinte des objectifs de l'ODD2 à Djibouti devrait nécessairement prendre des voies spécifiques et différentes de celles empreintes par les grands pays agricoles.
Et cette revue permettra aussi de faire l'état des lieux en donnant un aperçu sur les réalisations et les différents domaines d'action en vue d'une meilleure coordination entre le gouvernement et ses partenaires dans le but de faire des progrès significatifs vers l'atteinte de cet objectif. Écoutons les interventions de la secrétaire d'État au logement, Mme Amina Abdi, et celle du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Nous, dans le département en charge du logement, nous sommes concernés. Nous avons en charge donc les questions relatives à l'ODD 11, qui est l'ODD qui s'occupe donc de la prise en compte des problématiques des villes. Et nous avons, à travers donc les questions liées à la problématique urbaine, ce programme Zéro Bidonville, qui est un programme initié par le président de la République, qui est un programme donc d'importance nationale et qui contribue de manière assez significative, comme il a été démontré dans la démonstration, donc dans la présentation, à l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc quand on veut lutter contre la faim, on doit aussi lutter, comme il a été souligné si bien, les conditions d'habitat. Les conditions d'habitat, si la personne n'a pas un toit, si la personne n'a pas des conditions d'habitat décentes, elle ne peut pas avoir une santé, elle ne peut pas avoir donc un problème de santé, donc et elle ne peut pas être sécurisée. La sécurité alimentaire qui est liée à la question de la faim zéro ne peut avoir toute sa signification que si la personne est dans des conditions d'habitat saines. Aujourd'hui, on est à l'ère numérique. Ce n'est pas pour vous décourager. Même dans les pays développés, il y a des poches de pauvreté extrême parce que la croissance amène un excès de richesse, mais elle laisse sur le bord de la route beaucoup de poches de pauvreté, de personnes qui sont oubliées. Le mérite qu'a Djibouti, c'est d'une part, de rendre compétitive la place de Djibouti sur les marchés régional et international, en mettant comme moteur la chaîne de transport et de télécommunications avec leurs zones franches commerciales. Mais nous sommes en train de vaincre ce défi alimentaire. Et d'ailleurs, concernant l'agriculture, dont beaucoup de gens ont dit elle est encore au stade marginal, je crois qu'en matière de recherche agronomique, le grand problème est résolu. La revue stratégique de la faim zéro s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'objectif de développement durable qui est éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Suivant cette fois les mots de la secrétaire d'État à la solidarité, Mme Mouna Esmen Aden, et donc ceux du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Alius. Les objectifs du développement durable touche plusieurs domaines. Je pense que la présentation a été assez claire, mais tous contribuent à un renforcement du capital. Le capital humain qui est le fondement même d'une nation. Si on n'arrive pas à renforcer ce capital, lutter contre la pauvreté de façon générale, mais la pauvreté, on a besoin de connaître ses déterminants pour trouver des réponses, et c'est ces déterminants qui nous réunissent aujourd'hui tous ici. Nous sommes en train de regarder et de suivre une croissance économique qui est assez exemplaire à Djibouti durant ces dernières années. Il est important d'associer l'ensemble des programmes qui vont être mis en place pour protéger ces populations avec le développement. On parle du renforcement des compétences, on parle de la formation professionnelle, on parle de la mise en place de différentes institutions de microfinance, on parle du développement de l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément de choses qui sont dites, faites, mais pour lesquelles il y a encore une utilité de les intégrer mieux pour les rendre plus inclusives. Si parmi les 17 objectifs de développement durable, la sécurité alimentaire et la promotion de la nutrition est venue comme objectif numéro 2, d'où l'importance que revêt cet objectif aux yeux de la communauté internationale. La paix et la sécurité dans cette région du monde est une denrée rare, je ne vous apprends rien. Notre pays est entouré de foyers de tension, parfois de conflits ouverts, que ce soit du côté du Yémen, ou Somalie qui est en train de reprendre vie, mais qui est toujours fragile. L'Éthiopie également, qui est dans une situation stable,
mais vous avez vu hier qu'il y a eu quand même un attentat. L'Érythrée, qui est encore un pays qui pose problème dans la région. Nous sommes vraiment dans une région troublée, mais toujours est-il que la politique suivie par la République de Djibouti, sous la houlette du président Guelleh, a toujours été, et s'est orientée, a été axée sur la paix, la stabilité, le bon voisinage. Dans le reste de l'actualité, je vous emmène au sud du pays où après Ali Sabié, où s'était rendu en mai dernier, le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, accompagné du staff de son département, s'est rendu aujourd'hui à Dikil pour s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la fiscalité locale dans cette région du sud du pays. Après une visite de courtoisie chez le préfet de la région, le ministre et sa suite se sont rendus au siège du conseil régional où ils ont été accueillis par son président, Abdelrahman Younis. Au cours de son entretien avec ce dernier et son comité, le ministre s'est enquis de la situation. Il a par la suite exhorté les élus locaux à s'impliquer davantage et faire des efforts pour assurer une meilleure collecte des impôts. En outre, le ministre a assuré le président du conseil régional et son comité d'élus locaux de la disponibilité de son département à les former sur la préparation des projets. Le ministre n'a pas manqué de rappeler l'importance qu'attache le chef de l'État, Ismaël Maguélé, à la réussite de cette décentralisation fiscale, laquelle devra permettre l'émergence des pôles de croissance économique régionale. En train d'effectuer une mission technique. C'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette année, il y a eu la mise en place des centres des impôts au niveau de chaque région. Dans cette optique, le ministre est venu nous rendre est venu sur le terrain pour réellement voir les aboutissants et les tenants de cette décentralisation financière, à savoir par exemple le taux de recouvrement, les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, etc. Donc nous avons largement discuté avec le ministre ainsi que le responsable du ministère du budget, à savoir le responsable de la trésorerie, M. Ouhib, et le responsable du centre des impôts qui lui établit précisément le rôle des impôts, M. Farid. Donc le ministre nous a très bien écoutés, il a vraiment apprécié le travail qui a été effectué jusqu'à présent, le taux de recouvrement qui est assez conséquent pour notre région de l'unité. Donc après avoir imprégné de tout cela, il nous a vraiment donné sa garantie comme quoi la décentralisation est une priorité de l'État, surtout au niveau du président de la République qui a voulu décentraliser financièrement les ressources propres à chaque région. Et nous restons toujours à Dikil où la ville de l'unité a clos hier la semaine olympique. La célébration de cet événement s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont M. Mohamed Cheikhou Hassan, préfet de la région, Abdelrahman Younis Alé, président du conseil régional, Mme Fardoussa Igué, vice-présidente du CNODS, ainsi que M. Manour Saïd, secrétaire général. Les activités de la célébration ont débuté par une marche symbolique à laquelle on prépare une centaine de participants, jeunes et moins jeunes, suivis de plusieurs activités telles qu'un concours de dessin, ainsi que des démonstrations des arts martiaux, des tirs à l'arc, etc. Rappelons enfin que la journée olympique, créée en 1948 pour commémorer la naissance des Jeux olympiques modernes, est célébrée chaque année le 23 juin à travers le monde. Objectif, vulgariser les valeurs olympiques sur la base des 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir, et à promouvoir par la même occasion la pratique du sport dans le monde entier. Tout à fait autre chose pour clore l'actualité nationale. Les efforts visant à encourager les jeunes à mémoriser le Saint-Coran se poursuivent toujours à Djibouti. L'association de la bienveillance du Saint-Coran a inauguré ce matin sa première édition du concours du Saint-Coran. La cérémonie d'inauguration s'est tenue au siège du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, en présence notamment du président de l'association, M. Osley Guiré Ismail, et son secrétaire général, Youssouf Osman Aden, ainsi que les membres du jury. Cette compétition se poursuivra pour une période de 3 jours et elle regroupe environ une centaine d'étudiants des centres coraniques de Djibouti-Ville, ainsi que les régions du sud du pays. En ce premier jour, les participants ont concouru au premier niveau, à savoir la mémorisation des 30 chapitres du Saint-Coran. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. Au Soudan du Sud, une deuxième rencontre entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar aura-t-elle lieu demain à Khartoum, comme l'ont annoncé
vendre des autorités soudanaises. La question à laquelle vous allez y répondre, bonsoir. Et oui, donc Asma, les deux frères ennemis se sont déjà rencontrés, rappelons-le, mercredi à Addis Ababa, pour tenter d'aplanir leur divergence, une rencontre inédite, puisque cela faisait 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus depuis que Machar, alors vice-président, a fui le pays. Mais vendredi, les 2 hommes ont fait savoir qu'il fallait se garder de tout excès d'optimisme. 2 déclarations qui font peser le doute sur la volonté des deux belligérants à trouver une solution. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU a en effet menacé d'imposer de nouvelles sanctions si aucun accord politique viable n'est trouvé d'ici la fin du mois. Et en Turquie, les électeurs sont appelés à voter pour élire leur président et par la même occasion renouveler le Parlement. Et oui, Asma, ce matin, donc 56 millions d'électeurs turcs ont été appelés pour élire le président et renouveler le Parlement. Recep Tayyip Erdogan arrivera-t-il à se faire élire dès le premier tour? Rien n'est moins sûr. Il doit rassembler sur son nom 50% des électeurs, sans quoi il se lancera dans un second tour plein d'incertitudes. Face à lui, le candidat du CHP, Muharrem Ens, pourra être la surprise de ce scrutin. Malgré les difficultés, il a su rassembler des millions de Turcs lors de ses meetings. Une promesse apaisée, une société en crise économique et traumatisée par la purge post-coup d'État manqué. Et vous nous emmenez aux États-Unis pour clore cette édition où quelques 522 enfants ont retrouvé leurs parents. Et oui, Asma, ces enfants originaires des pays d'Amérique latine ou centrale font partie de 2800 qui ont été séparés de leur famille lors de leur passage à la frontière américaine. Et ce conformément donc à la politique de Donald Trump de tolérance zéro sur l'immigration, de séparation des enfants immigrés de leurs parents. Mais le président américain a finalement signé mercredi dernier un décret pour y mettre fin. Après donc 2053 enfants donc sont encore retenus sans leurs parents dans des établissements du ministère de la Santé américaine. En attendant que leurs parents soient retrouvés, le département de la sécurité américaine de l'intérieur a cependant affirmé, Asma, que ce petit nombre de mineurs pourrait rester seuls, par exemple, si la relation familiale ne peut pas être rétablie de façon certaine. Merci Fatou Hussein pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Merci à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.